Approvisionnement vacillant, renouvelable sous surveillance. Lorsque les éoliennes gèlent en hiver, lorsque les pales se couvrent de givre et que des installations entières s'arrêtent, il ne s'agit pas d'un simple détail technique en marge de la transition énergétique. C'est un choc au cœur d'un système qui se présente lui-même comme l'épine dorsale de notre approvisionnement électrique. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Lors d'un épisode de froid intense, plusieurs parcs éoliens ont vu leur production chuter brutalement. Non pas faute de vent, mais parce que la glace s'est accumulée sur les pales, les capteurs et les instruments de mesure. Une fine couche suffit à réduire fortement le rendement, voire à immobiliser complètement les turbines. Nous ne sommes pas dans un scénario catastrophe digne d'un film, mais dans la réalité ordinaire d'un hiver rigoureux. Et la question décisive se pose alors, qu'implique une telle vulnérabilité pour un pays qui mise de plus en plus sur l'éolien et le solaire? Car le problème ne se limite pas aux périodes sans vent ni soleil. Il inclut aussi le froid, le simple fait des saisons. Si même par vent soutenu les rotors restent immobiles à cause du givre, c'est qu'une fragilité structurelle apparaît. Une fragilité que l'on ne corrige ni par des slogans, ni par des déclarations d'intention. La glace ne fond pas sous l'effet des convictions. Et les lois de la physique ne se négocient pas. Dans le même temps, les réserves de gaz ne sont remplies qu'à 23 %. 23 %. Alors même que la phase la plus critique de l'hiver n'est pas encore passée. Officiellement, tout serait sous contrôle. Mais faisons le calcul. Au début des années 2000, le parc nucléaire produisait chaque année une quantité d'électricité considérable, dont près de la moitié aurait couvert la période hivernale, d'octobre à mars. Pour remplacer un tel volume par des centrales à gaz, avec un rendement moyen de 50 à 60 %, il faudrait mobiliser une quantité d'énergie primaire nettement supérieure. Des dizaines, voire plus d'une centaine de térawattheures de gaz supplémentaires seraient nécessaires. Or, la capacité totale utilisable des stockages nationaux reste limitée. Si une telle quantité n'avait pas dû être convertie en électricité, elle se retrouverait aujourd'hui, au moins en théorie, dans les réservoirs. Au lieu d'un taux de remplissage de 23 %, nous parlerions d'un niveau bien supérieur, offrant une marge de manœuvre autrement plus confortable. Pas d'inquiétude permanente, pas de spéculation sur une pénurie imminente, pas d'angoisse à l'approche d'une nouvelle vague de froid. Les chiffres ne sont pas une opinion. Ils décrivent un écart tangible entre la situation actuelle et un scénario où les réserves auraient constitué un véritable coussin de sécurité. Et même les 3 derniers réacteurs encore en service auraient pu faire une différence sensible. Avant leur arrêt, ils produisaient encore chaque année plusieurs dizaines de térawattheures d'électricité. Remplacer cette production par des centrales à gaz exigerait une quantité nettement plus élevée d'énergie primaire en raison des rendements. Rapporté à la seule période hivernale, cela représenterait un volume non négligeable qui manquerait aujourd'hui dans les stocks. En termes de pourcentage, le niveau de remplissage pourrait être supérieur de plusieurs points. De 23 %, on passerait à une fourchette sensiblement plus confortable. La situation paraîtrait aussitôt moins tendue, moins exposée à la moindre variation de température ou de marché. Il ne s'agit pas d'une nostalgie mal placée, mais d'un raisonnement chiffré. Des données, des calculs, des hypothèses plausibles. Et ils conduisent à une question dérangeante. Pourquoi renoncer à une capacité stable sans disposer d'une alternative équivalente pleinement sécurisée? Si les éoliennes peuvent s'arrêter par grand froid, si le gaz devient rare et coûteux, si les livraisons des GNL fluctuent selon les intérêts internationaux, quelle est alors la véritable solidité de l'ensemble du système? À l'international, la situation se tend davantage encore. Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis ont assumé plus ouvertement l'usage de l'énergie comme levier géopolitique. America First signifie aussi priorité à l'approvisionnement américain. Les exportations de GNL ne relèvent pas seulement de la logique du marché, mais d'intérêts stratégiques. Si l'hiver est rigoureux outre-Atlantique, le gaz reste sur place. L'Allemagne n'est pas automatiquement prioritaire. Parallèlement, la perspective de droits de douane américains compris entre 10 et 30 %, voire davantage pour certains secteurs, plane comme une menace supplémentaire. Pour une économie fortement tournée vers l'exportation, ce n'est pas un détail secondaire, mais un risque structurel.
Le chancelier souligne que l'on ne peut plus s'en remettre sans réserve aux États-Unis pour des questions aussi cruciales que l'énergie. Et pourtant, à court terme, davantage de GNL américain est acheté afin de prévenir toute pénurie. C'est un exercice d'équilibriste permanent entre affirmation de souveraineté et dépendance concrète, entre ambition politique et contrainte du réel. Et pendant que tout cela se déroule, des éoliennes restent figées dans la glace. Pas au sens figuré, mais bien dans la réalité. Voilà le véritable choc. Ce n'est pas seulement une défaillance technique isolée, c'est l'instant où un système, confronté à des conditions extrêmes, révèle ses vulnérabilités. La crise ne secoue pas uniquement la production éolienne. Elle ébranle la confiance dans une politique énergétique construite sur des hypothèses que l'hiver met brutalement à l'épreuve. La question n'est pas de savoir si les énergies renouvelables sont nécessaires. Elles le sont. La question est de savoir si l'on peut se permettre d'abandonner des alternatives stables tant que la physique et la géopolitique ne se plient pas à nos préférences. Un système énergétique ne se juge pas uniquement par ses performances en période normale, mais par sa capacité à résister lorsque les conditions se durcissent. Et c'est précisément dans ces moments que se mesure la solidité des choix stratégiques. Petite précision au passage. Des analyses comme celle-ci ne touchent pas toujours tout le monde. Un abonnement, une notification activée ou un bref commentaire contribuent à maintenir leur visibilité. Mais au-delà de cet aparté, imagine un instant que cet hiver ne soit pas une exception, mais un avant-goût. Imagine une nouvelle vague de froid, une nouvelle formation de givre, de nouvelles baisses de production, tandis que les réserves demeurent faibles et que les marchés internationaux restent sous tension. Nous ne parlerions plus alors de pourcentages abstraits. Nous parlerions de chaînes de production ralenties, d'emplois menacés, de factures de chauffage en hausse, de charges bien concrètes pour des millions de personnes. Car l'énergie n'est pas un produit de confort. Elle constitue le socle de toute économie moderne. Lorsqu'elle circule de manière fiable et à un coût maîtrisé, on n'y prête presque pas attention. Mais lorsqu'elle vacille, tout vacille avec elle. C'est précisément pourquoi la question de la capacité à assurer une production de base stable est centrale. Certaines sources fournissent un flux continu, indépendamment des saisons ou des conditions météorologiques. D'autres, par nature, dépendent du vent, du soleil et des aléas du climat. Ce n'est pas un reproche idéologique, mais un constat physique. Le vent souffle ou il ne souffle pas. Et parfois il souffle, mais les pales sont prises par le givre. La décision stratégique d'abandonner totalement l'énergie nucléaire entraîne donc des conséquences directes pour l'ensemble du système. Lorsqu'une source stable disparaît, elle doit être remplacée. Dans les faits, ces dernières années, cela a souvent signifié davantage de gaz. Le gaz comme technologie de transition. Le gaz comme complément flexible à l'éolien et au solaire. Mais le gaz n'est pas qu'un simple combustible, c'est aussi un facteur géopolitique. Il est importé, son prix fluctue. Il dépend de chaînes d'approvisionnement mondiales et d'intérêts politiques qui dépassent le cadre national. Autrement dit, remplacer une dépendance technique par une dépendance extérieure n'est pas neutre. Cela déplace le risque sans nécessairement le réduire. Lorsque les réserves n'affichent que 23% et que l'on sait qu'avec des centrales nucléaires encore en activité, des niveaux sensiblement plus élevés auraient été possibles sur le plan théorique, la pression politique devient inévitable. La question de la clairvoyance stratégique se pose alors avec acuité. Était-il judicieux de retirer complètement du système une technologie opérationnelle avant de disposer d'une alternative tout aussi stable et pleinement sécurisée? Ou bien a-t-on misé sur un idéal dont la mise en œuvre concrète n'était pas encore suffisamment consolidée? Le débat sur un éventuel manque de gaz n'a rien d'une spéculation abstraite. Il renvoie à des scénarios bien réels. Lorsque les niveaux de stockage passent sous certains seuils critiques, des mesures exceptionnelles deviennent envisageables. Restrictions, arbitrage, priorité à l'industrie ou aux ménages, à l'inverse. Ce sont des questions que personne ne souhaite trancher. Et pourtant, elles surgissent inévitablement dès lors que le système se retrouve sous tension. Dans le même temps, l'équilibre des forces à l'échelle internationale se transforme. Lorsque l'énergie devient un instrument de puissance géopolitique, les dépendances ne sont plus un détail secondaire. Ce ne sont plus seulement les considérations techniques qui comptent, mais aussi la diplomatie, les relations commerciales, les droits de douane et les priorités stratégiques. Si les États-Unis placent leurs propres intérêts au premier plan sans compromis, cela peut paraître cohérent de leur point de vue.
Pour l'Allemagne, en revanche, cela signifie une incertitude supplémentaire. L'Europe évoque souvent la souveraineté, l'autonomie stratégique. Mais la véritable souveraineté commence par l'énergie. Un pays qui ne peut garantir de manière autonome et stable son approvisionnement en électricité et en gaz demeure exposé. Ce n'est pas un jugement moral, c'est un constat lucide. C'est précisément à ce point que la critique se concentre. Un système qui mise fortement sur des sources dépendantes des conditions météorologiques tout en écartant des alternatives stables accroît sa vulnérabilité face aux chocs extérieurs. La crise ne se résume donc pas à une pale d'éolienne prise par le givre. Elle devient le symbole d'une tension plus profonde, entre ambition et réalité, entre objectifs climatiques et sécurité d'approvisionnement, entre volonté politique et limites physiques. Les chiffres suggèrent que d'autres configurations auraient été envisageables. Des niveaux de réserve plus élevés, davantage de marge de sécurité, moins de pression immédiate. En définitive, une question centrale demeure. Quel degré de résilience attend-on du système énergétique allemand? Suffit-il qu'il fonctionne en moyenne, dans des conditions normales, ou doit-il résister aussi aux situations extrêmes, aux vagues de froid, aux tensions géopolitiques, aux turbulences des marchés? La réponse ne détermine pas seulement des pourcentages dans des réservoirs, elle conditionne la stabilité économique, la confiance collective et la capacité stratégique d'un pays à agir en toute indépendance. Brève interruption. Pendant que vous écoutez cette analyse, des décisions se préparent en arrière-plan. Des décisions qui vous concerneront, que vous le vouliez ou non. La question est simple. Êtes-vous prêt? Si ce n'est pas le cas, informez-vous, anticipez, organisez-vous avant que la prochaine mesure ne soit adoptée. Se préparer sur les plans juridiques, financiers et pratiques n'a rien d'excessif dans un environnement incertain. Attendre passivement comporte aussi un risque. Et c'est précisément pour cela que l'évolution actuelle interpelle autant. Elle met en lumière l'imbrication étroite entre technique, politique et géopolitique. Lorsqu'un retard s'arrête, cela reste d'abord un incident technique. Mais lorsque de nombreuses installations s'immobilisent pendant que les réserves diminuent, la question devient systémique. Et une question systémique ne se résout pas par des slogans. Elle exige de la lucidité, une analyse froide des faits. Elle suppose aussi la volonté de réexaminer des choix établis, même lorsqu'ils sont politiquement sensibles.